Est-ce que, à votre avis, le Maroc reçoit suffisamment de soutien et de ressources européennes pour faire le gendarme des frontières européennes? Le Maroc n'est pas le gendarme de l'Union européenne. Le Maroc considère qu'il a un rôle. Parce que l'immigration telle qu'elle se passe, malheureusement, c'est une immigration qui débouche parfois sur des malheurs. Et donc, empêcher que ces malheurs arrivent, c'est aussi un devoir. Et bien sûr, nous avons des relations avec l'Europe, évidemment. Et l'amitié, parce que de toute façon, l'Europe ne semble pas pouvoir accueillir tous les gens qui ont envie de venir s'y installer. Et ils ont raison. L'amitié que nous avons avec l'Europe aussi, étant donné qu'on est un pays très, très proche de l'Europe, nous oblige aussi à avoir un rôle qui essaie d'atténuer ce phénomène. Et depuis une bonne dizaine d'années, je crois que nous avons un système qui permet réellement de limiter absolument le nombre de gens qui veulent passer de l'autre côté. À la limite, le Maroc, qui n'était qu'un pays de transit, est un pays qui aujourd'hui accepte chez lui un nombre grandissant de gens qui sont venus du sud ou d'autres lieux. Et donc, en fin de compte, c'est... Bon. Est-ce que l'Europe participe suffisamment? Certainement pas. Certainement pas. Elle ne participe pas suffisamment. C'est un système, notre système qui aujourd'hui a évité que des paterasses comme avant sombrent dans la Méditerranée. Ce phénomène, le contrôler, le limiter, etc., c'est un phénomène qui coûte assez cher au Maroc. Si je me rappelle les chiffres, c'est aux alentours de 60 millions de dollars par an. Ça a été offert par l'Europe une seule fois, au départ, d'après mes connaissances. Donc voilà, mais ce n'est pas un sujet qu'on débat aujourd'hui. Mhm. Un autre sujet qui est toujours à la une des rapports bilatéraux, c'est la lutte contre le djihadisme. Et là, la police marocaine et l'espagnole travaillent la main dans la main contre ce phénomène et ce fléau. Malgré cela, la captation augmente et précisément dans la région qui va de Ceuta à Tétouan et Fenider. Est-ce que l'approche sécuritaire s'avère peut-être insuffisante? Je ne sais pas ce que vous avez la presse. Vous prenez toujours les mauvais côtés des choses. Vous savez qu'aujourd'hui, les relations entre le Maroc et l'Espagne, qui n'ont jamais cessé d'être bonnes, perturbées de temps en temps, n'ont jamais été aussi bonnes que maintenant. Et au fond de cette relation, il y a quelque chose qui s'appelle la confiance. Et ça, c'est quelque chose de très important dans toute relation. Dans les relations internationales, encore plus. Dans des relations entre des pays comme le Maroc et l'Espagne, elle est encore beaucoup plus importante. Donc, ce que moi je vois, c'est ça. Pour moi, le côté bénéfique, la chose positive, c'est cette confiance qui est bien installée et qui, je pense, est appelée à se développer. Et plus il y aura de confiance, plus notre coopération sera positive dans tous les systèmes. Concernant ce nouveau fléau auquel nous sommes confrontés, c'est un problème parce que vous avez des gens qui se sont mis dans la tête de faire le djihad. Et ils n'ont pas trouvé mieux que de se faire exploser et de provoquer parfois leur mort et la mort de gens civils qui n'ont aucune relation avec quoi que ce soit dans le monde. C'est un malheur. Et ce malheur doit être empêché.
C'est pour cela que nous, on ne rechigne pas. On ne mange pas de ce pain-là. C'est-à-dire que pour nous, tout ce qui est sécurité des Marocains, des Espagnols, des Français, de tous les êtres humains. C'est quelque chose de sacré auquel on participe avec cœur, avec tous nos moyens. Quand on est appelé à le faire, quand il y a le moyen de le faire. Donc la vie humaine pour nous est très sacrée et jamais on n'acceptera que ce phénomène se développe ni chez nous, ni à nos frontières, ni là où on peut s'opposer à ce phénomène, on le fera. L'Espagne reste depuis toujours strictement neutre sur la question du Sahara. Est-ce que le Maroc souhaiterait une plus grande compréhension de ces thèses de la part de l'Espagne, plus semblable par exemple à la position française? Écoutez, le Maroc comprend l'Espagne. Il comprend les problèmes qu'elle a à gérer des sujets comme celui-là. Mais le Maroc est convaincu que l'Espagne connaît très bien le dossier parce que c'est elle qui était au Sahara. Elle sait que c'est une partie du Maroc. Et donc, nous pensons que c'est légitime que les positions évoluent dans le bon sens. Bien sûr, il y a les intérêts, il y a les relations avec nos voisins, nous comprenons tout ça. On ne voudrait pas gêner les gens. On ne voudrait pas gêner l'Espagne. C'est un pays ami avec lequel on a des intérêts très importants. C'est un pays voisin. Nous insistons pour que nos relations soient bonnes et continuent de s'améliorer. Mais évidemment, étant donné que nous considérons que notre position est juste, et elle est juste, nous aurions préféré, nous aurions espéré que le rôle que joue l'Espagne aille plus dans le sens d'une réconciliation qui finirait ce problème qui est faux, qui a d'autres causes, qui n'a rien à voir avec tout ce qui est en train d'être véhiculé malheureusement par nos adversaires, je suis désolé de le dire. Voilà. Lors de l'accident de spéléologue espagnol dans l'Atlas, il y a à peine 2 mois, on a vu beaucoup de clichés racistes, je le reconnais comme espagnol, on a vu beaucoup de clichés racistes se reproduire en Espagne qui mettaient en doute et les capacités de sauvetage du Maroc et même la volonté. Est-ce que vous pensez que les préjugés anti-marocains persistent encore en Espagne? Je vais vous dire une chose. C'est désagréable de dire ça. Malheureusement, nous le sentons. Je vais vous dire. Moi, je ne me rappelle pas une seule fois où chez moi, ou dans ma famille, ou dans nos milieux, et je viens d'un milieu populaire, pas très populaire, mais que quelqu'un nous a monté contre les Espagnols. On a toujours considéré les Espagnols, comme les autres Européens, plutôt bien. Ils sont bien perçus au Maroc, surtout dans le nord, mais partout. Un Espagnol, c'est absolument pas un ennemi. Nous n'avons jamais considéré qu'un Espagnol c'est un ennemi. D'ailleurs, le peuple marocain est un peuple qui conçoit son histoire d'une façon positive. La période coloniale lui fait mal, qu'elle soit espagnole ou française, mais il assume, il digère, et il oublie un peu. Il va dans le bon sens. Bien sûr, il y a des choses qui font plus mal que d'autres, comme ce qui s'est passé dans le Rif, etc. Tout ça, il y a des associations qui bougent, mais dans la globalité, le Marocain est un homme qui dépasse. Je crois que malheureusement, de l'autre côté, parfois, certains activistes ont joué sur des sentiments peut-être très vieux qui n'ont plus lieu d'être. Ils n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Le Maroc et l'Espagne regardent vers l'avenir. Ce qui est en train de se passer sur le plan politique, si on évite les couacs, c'est merveilleux parce que on pense que désormais c'est fini. On ne devrait plus réfléchir Europe, Afrique, etc. C'est désormais un espace qui est de plus en plus commun
on tente aujourd'hui de considérer la Méditerranée comme étant pas une mer qui sépare, mais étant une mer qui rassemble. Et on voudrait donner un exemple de pays qui se donnent la main pour se développer tous les deux. Et qui pourrait être l'exemple pour les autres. Donc si on réfléchit comme ça, vous imaginez bien que ce que vous êtes en train de dire devient de plus en plus petit. Parlant donc de la politique, il y a des... Est-ce que ça vous donne des soucis, la position qu'ils peuvent avoir envers le rapport bilatéraux des nouvelles forces comme Podemos, comme Ciudadanos? Vous savez, quand on accepte la démocratie, on accepte les résultats de la démocratie. L'Espagne est un pays démocrate. Et dans ce pays, les choses sont en train de bouger d'une certaine façon. Évidemment, si vous demandez l'avis des Marocains, comme de tout le monde, toujours, on a tendance à être un peu conservateur, à garder les mêmes relations avec les mêmes personnes, les mêmes partis, mais c'est pas possible. Donc ça pourrait peut-être changer un peu ou beaucoup dans l'avenir, mais nous pensons que tout d'abord, c'est raisonnable d'avoir des soucis. Tant qu'on n'a pas su quelle est réellement la politique des gens qui peut-être vont venir, on a toujours des soucis. Mais il ne faut pas oublier que nous considérons que le Maroc et l'Espagne sont des pays libres, chacun de son côté, qui gèrent ses affaires de la façon qui lui semble être la meilleure, et que l'intérêt des deux nations finira toujours par être une raison primordiale. Que je crois les politiques des deux côtés, moi, de toutes les façons, et bien sûr, sous le haut patronage et les orientations de Sa Majesté, j'ai prôné d'améliorer nos relations avec les pays d'Europe de façon générale, et l'Espagne et la France, etc. en particulier, du plus fort qu'il est possible. Demain, peut-être que je serai là, peut-être que je ne serai pas là. Ces gens-là, je ne sais pas quelle sera leur part du pouvoir, mais je pense que les deux États ont suffisamment de raisons pour imaginer qu'on va éviter absolument qu'il y ait quelques retours en arrière que ce soit. Parlons un peu de la communauté marocaine en Espagne. Elle est très nombreuse. Quelques 800 000 personnes. Pourtant, elle est mal représentée dans les instances politiques sociales en Espagne. Que peut-elle faire pour gagner en reconnaissance et en intégration et comment le gouvernement peut l'aider dans ce même sens? Moi, je vais vous dire, si j'ai quelque chose à dire, je le dirai aux Marocains. Les Marocains qui sont en Espagne et qui sont dans les autres parties du monde, vous savez, le Maroc est un pays qui a 4 à 5 millions de Marocains à l'étranger, c'est de rester toujours égal à eux-mêmes, de travailler sérieusement, d'être positifs dans leur société, d'être sérieux, de bien représenter leur pays, de bien représenter leur culture. Je crois que si ils font ça, ils font ça. Je crois qu'ils sont plutôt très bien perçus. Je crois que s'ils font ça, ils continuent à faire ça, je crois que leur situation s'améliorera d'elle-même. C'est ce que je pense. Ce week-end, il y a eu à Marrakech un congrès très intéressant des imams européens qui travaillent pour la communauté marocaine. Notre collègue Fatima a été invité. Et il a été souligné le fait que les imams marocains n'arrivent pas à toujours à avoir une connaissance profonde de la société où ils sont, et alors ils manquent un peu dans leur fonction de faire le lien entre leur culture et leur réalité actuelle. Alors, comment faire? Ma question est la suivante. Comment faire pour amener l'islam marocain malékite en Europe, en même temps respecter le cadre où on habite? C'est un cadre laïque et c'est européen. Voilà. Oui. Mais écoutez, je vais vous dire, ce problème d'imam, il n'est pas propre à l'Espagne. Il existe dans beaucoup de... Certainement. Les imams sont bien, en général ils sont bien.
Mais bon, parfois, ils n'ont pas eu suffisamment de relations avec la société dans laquelle ils sont en train de vivre. Et ils sont venus du Maroc, par exemple, à une mosquée où ils habitent et où ils travaillent. Et c'est plutôt un espace limité. Aussi, ils n'ont pas reçu de formation pour ça. Aujourd'hui, les imams existants, nous pensons qu'ils doivent être mieux formés. Nous pensons aussi que dans l'avenir, il faudra trouver des imams, disons, plus avertis, plus en contact avec la modernité, la vie moderne, avec la société, et qui pourraient jouer un rôle très très positif, parce que, vous savez, le sentiment religieux pour les musulmans est le sentiment le plus fort. Et si jamais nos imams, c'est-à-dire sont plus intégrés dans la vie de tous les jours, parce que l'islam n'est jamais venu pour obliger quelqu'un à suivre les principes de l'autre. Donc, je crois que les musulmans sont absolument préparés pour vivre dans ces sociétés. Ils ont toujours vécu. Le malikisme et la modération, c'est de ça que je voulais parler sans doute, ça existe dans la nature marocaine, parce qu'elle a été travaillée durant des siècles. Et c'est pour cela que, en réalité, l'imam a un rôle, c'est-à-dire d'affinement de cette sensation. Mais en général, les Marocains, bien sûr, c'est normal, quand vous êtes connecté à tout un monde, vous risquez de devenir extrémiste, vous risquez de devenir intégriste, vous risquez de devenir terroriste aussi. C'est arrivé chez les Européens avant d'arriver chez nous. Les brigades rouges et les actions directes et j'en passe. Ce n'est pas chez nous, l'ETA en Espagne. C'est, les autres, et l'armée rouge du Japon, etc. C'est pas chez nous que ça a débuté. Mais l'essentiel, c'est que on puisse vraiment minimiser ça et surtout empêcher qu'il y ait quelques genres d'attaques qui nuisent à la sécurité des gens et des populations. Sensible des droits de l'homme. Le Maroc, en général, il n'est pas bien noté dans les organisations des droits de l'homme, qu'elles soient américaines, françaises ou anglaises. À quoi attribuez-vous cela? Est-ce qu'il y a toujours de la mauvaise foi contre ce pays? Je ne peux pas juger s'il y a de la mauvaise foi. Et à la limite, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a une chose. Le Maroc est un pays qui a une histoire. Aujourd'hui, tout le monde se félicite de la stabilité que vit le Maroc. Tout le monde se félicite de la paix et de la sécurité qu'il y a dans le Maroc. Je crois que vous pouvez en juger. Alors, tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que nos rois, Hassan II en particulier, et puis Mohamed VI, sont allés dans tous ces domaines avec beaucoup de précautions. Parce que je crois que les Européens, ils ont un problème. Ils veulent que tout le monde leur ressemble. Nous ne sommes pas des Européens. Nous sommes des Arabes, des Berbères, des musulmans, des Africains. Il y a avec nous quelques milliers de Juifs. Nous avons une façon de vivre. Et donc une façon d'évoluer. Nous évoluons très positivement. Nous évoluons très rapidement par rapport à notre milieu. Mais si on va plus vite, on va créer des problèmes. C'est ça ce que les Européens ne veulent pas comprendre. Si Hassan II avait écouté les Européens dans les années 60 et 70, peut-être que vous auriez aujourd'hui un Maroc qui ressemblerait plus à d'autres pays où il y a une pagaille généralisée, ou presque généralisée. C'est un pays qui a su aller doucement. Quand on veut aider quelqu'un, on peut le pousser. Mais si on exagère, on le fait tomber. Et si on le fait tomber, c'est un malheur pour tout le monde. Si aujourd'hui au Maroc, il y a un pays
paisible, stable, sécurisé, et où les droits de l'homme sont très respectés. Peut-être pas comme en Suisse, peut-être pas comme en Grande-Bretagne, et peut-être pas comme en Espagne, et peut-être pas au goût des Européens. Mais ils sont très respectés. Moi, je peux en juger. Je suis Premier ministre, mais je suis passé par la prison, je suis passé par la torture, je sais ce que je dis. J'atteste que le Maroc a évolué d'une façon incroyable, très rapide. Ce que les Européens devraient faire. Je ne leur recommande pas de cesser de nous interpeller, mais de bien aider le Maroc pour qu'il continue à évoluer, mais dans le bon sens. Et de la façon qui irait avec sa société. Parce que si vous exagérez pour une société, elle lève la main. Et là, vous ne savez plus quelle va être la réponse. C'est ce qui s'est passé. Et bon, nous vivons ici, vous, moi aussi, et je peux attester quand vous dites que la société marocaine est plurielle aussi. Par exemple, nous prenons le cas où les lois et les mesures qui assurent ou devraient assurer une plus grande protection à la femme, que ce soit pour les viols, violences, mariage des mineurs, avortement, c'est des lois qui peinent à voir le jour. Pourquoi tant de résistance, M. Benkiran? Non. Alors, vous imaginez que les Marocains sont d'accord pour la violence contre les femmes. Vous imaginez ça? Pourquoi tant de résistance à Non, faire c'est passer pas des une question. lois Mais non, il n'y a pas de résistance, au contraire. Il y a parfois des problèmes qui bloquent à cause de problèmes absolument techniques. Les lois ne bloquent pas parce qu'il y a une résistance. Concernant la violence de la femme, il y a l'unanimité. Les Marocains ne veulent pas de violence contre leurs femmes. Leurs femmes, ce sont leurs mères, leurs sœurs, leurs filles. Et leurs femmes, ils ne veulent pas que les femmes soient violentées. Le mariage des mineurs. Il n'y a pas de mariage de mineurs au Maroc. 30 000. Non, mais attention, parce que ce que vous ne comprenez peut-être pas, c'est que ce ne sont pas toujours des mineurs qu'on a mariés malgré elles. Parfois, nous avons des problèmes. Nous avons des filles qui ont 16 ans, qui ont 17 ans, qui veulent se marier. C'est elles qui veulent se marier. Donc pour nous, l'âge du mariage, c'est 18 ans comme chez vous. Mais on a donné la possibilité aux juges de donner une autorisation aux familles et aux filles qui veulent se marier quand les juges pensent que c'est justifié. Et c'est devenu systématique, M. Non, Benkiran, comme non, vous le savez. ce n'est pas systématique. Je vais vous dire ce qui est devenu systématique. Ce qui est devenu systématique, c'est pire. Parce que vous avez dans des parties de la société marocaine, parce que toute la société marocaine n'est pas à l'image de la société moderne, où les filles s'amusent et vont à l'école, etc. Il y a des régions où les filles ne vont pas à l'école à 16 ans. Et quand il y a quelqu'un qui vient les demander en mariage, quand ce n'est pas possible selon la loi, vous savez ce qui se passe? Les gens se marient sans contrat, sans écriture. Ils se marient et c'est tout. C'est une forme de concubinage. Et après, en général, celui qui vient demander au mariage, c'est quelqu'un qui travaille en France, ou en Espagne, ou en Italie. Et parfois, il revient pour honorer ses engagements quand la fille elle a 18 ans, et parfois, il ne revient pas. Et donc, la société marocaine, quand elle est confrontée à des problèmes comme ça, son problème, ce n'est pas de plaire aux Européens. C'est de régler ses problèmes, à elle. Vous avez compris ce qui se passe chez nous. Voilà. Et donc, vous imaginez que dernièrement, le ministre de la Justice, il est venu me parler du cas d'une fille qui a demandé à se marier et qui a menacé de se suicider si on ne la laissait pas se marier. Elle avait 16 ans. Et le juge, elle s'est suicidée celle-là. Elle s'est suicidée. Avant, il y avait une fille qui menaçait, celle-là, elle s'est suicidée parce que le juge a refusé de la laisser se marier alors qu'elle avait 17 ans. Donc, nous essayons de faire de telle sorte à respecter nos engagements parce qu'on s'est engagé. Les filles se marient à 18 ans, d'accord? Mais quand elles ont entre 16 ans et 18 ans, on permet au juge de le permettre. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et concernant le code pénal et l'avant-projet du gouvernement, cet avant-projet est déjà très controversé en ce qui concerne surtout la liberté individuelle.
ou la torture, par exemple. Vous pensez qu'il y a une approche assez inclusive de toutes les sociétés, de toute la société marocaine dans ce projet de... Alors, vous imaginez qu'un ministre de la Justice qui a un projet et qui propose à la société de le discuter avec lui, ce n'est pas participatif. Ce n'est pas inclusif. Je vous rappelle que M. Ramid a dit, mais attention, il y a 3 choses sur lesquelles je ne vais pas transiger. Voilà. Oui, d'accord, mais il est venu discuter. Donc on peut toujours discuter. Si jamais vous amenez M. Ramid, si vous n'amenez pas M. Ramid, si vous m'amenez moi ou si vous amenez les gens du gouvernement, on va lui dire de changer les choses. Maintenant, il y a beaucoup de projets de loi dans cette, qui étaient comme ça. On ne les a pas changés. Mais c'est comme si c'était nous qui les avions amenés. Non, c'est pas nous. C'est les ministres d'avant. Mais dès que vous parlez de quelque chose qui touche aux mœurs, etc., tout le monde se relève contre vous. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les journalistes et les gens qui prétendent être des gens de la culture. Il y a toute une société. Et si on respecte la démocratie, il faut respecter la vie des gens. C'est les gens la démocratie, elle est basée sur les gens. Les gens qui ont le droit de voter, ce n'est pas seulement les journalistes. Et oui, je vous comprends parfaitement. Et vous parlez certainement... Alors la torture, j'ai compris sur votre... Oui. Vous voulez parler de la peine de mort peut-être, mais la torture, non. La torture, d'après les organisations comme Amnesty, comme Human Rights Watch, la torture est toujours pratiquée. Et le problème, c'est... Elle n'a aucune relation avec la loi. Écoutez, je vais vous dire une chose. La torture de laquelle vous parlez, je crois qu'elle n'existe plus au Maroc. Et évidemment, c'est pas sûr que partout on va trouver des gentlemen dans la police, dans les institutions qui s'occupent de l'ordre, qui vont se comporter toujours avec un langage de... Parfois, vous avez que... Probablement, c'est sûr. Mais ils ne sont pas poursuivis, M. Benkiran, c'est le problème. Non. Il y en a qui ont été poursuivis, il y en a qui ont été licenciés. Mais le problème, c'est que est-ce que c'est possible de punir quelqu'un contre lequel il n'y a pas de preuve? C'est ça le problème, c'est ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Au moins une enquête. Je vais vous dire une chose. Mais bien sûr, il n'y a pas une enquête, il y a des enquêtes. Le ministère de l'Intérieur m'a parlé de ça, je vous assure que je ne suis pas au courant des détails, de tous les détails. Mais je vais vous dire une chose. Les populations sont différentes. Ce qui est avancé parfois par les gens, très souvent n'est pas exact. Faites attention. Et je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que, et vous pouvez en attester, le Maroc a absolument changé. Il n'y a aucune relation entre le Maroc d'aujourd'hui et le Maroc d'il y a 25 ans. Aucune relation. Les choses ont évolué avec des pas de géant. Et continuent à évoluer. Mais tout ça, il faut changer les lois, il faut changer les mentalités, il faut changer... Et ça vient. Mais ça ne vient pas si rapidement que ça. Dans les deux sens. Si jamais vous touchez quelqu'un avec votre voiture, ne soyez pas étonné s'il fait comme s'il était mort. Il m'est arrivé. Ah, voilà. Mais la fille a été très correcte. Voilà, mais après, il va se relever et vous allez le voir en très bon état. Donc faites attention, parce que ça va ensemble. Ça va ensemble. Les gens évoluent ensemble. La population, les autorités, les lois. Sinon, je vais vous dire, on risque vraiment d'avoir des problèmes sur le plan de la sécurité sur les autres. Voilà. Ces 2 dernières semaines, on ne parle que d'une chose, enfin de 2 choses, mais c'est toujours la même. D'abord c'est Nabil Ayouch, après c'est Jennifer Lopez. Est-ce que, selon vous,
les Marocains ne sont pas assez mûrs pour pouvoir voir un film de Nabil Ayoub, pour pouvoir regarder à la télé un concert de Jennifer Lopez? Est-ce qu'ils ne sont pas majeurs comme vous, comme moi? C'est au contraire. C'est parce qu'ils sont majeurs qu'ils ont refusé. C'est les Marocains qui ont refusé. Comment vous avez testé ça? Avec bien quel sûr, thermomètre? mais je ne vais pas vous introduire dans le secret, dans le secret de notre État pour tester la vie des gens. C'est la population qui a refusé et qui refuse. Et voilà. Et nous n'avons de compte à rendre à personne parce que nous sommes tout à fait convaincus que ce qu'on a fait est absolument une réponse. Vous savez, les Marocains, ils savent ce qui se passe dans leur société. On pourrait le leur dire, mais il faut choisir des façons qui prennent en considération leur culture, qui prennent en considération le bouddhisme qu'ils ont. Ils sont majeurs, c'est parce qu'ils sont majeurs qu'ils sont contre. Et si jamais l'État n'assume pas ses responsabilités, n'oubliez pas que nous sommes un État islamique. N'oubliez pas que notre roi, c'est le commandant des croyants. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Si, je comprends. Oui, d'accord, vous, mais les Espagnols ne peuvent pas comprendre ça à 100%. Et notre population, c'est possible de trouver quelqu'un qui zappe sur les stations de télévision et qui regarde je ne sais plus trop quoi. Mais ils n'acceptent pas que dans leur télévision officielle, on projette des choses comme ça qui pourraient être vues par des enfants, qui pourraient être vues par des adolescents, qui pourraient être vues par des familles ensemble. Les gens se disent, pour eux, c'est l'État qui leur propose ça. Et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et même chez vous, même sur les télévisions françaises, on évite certaines scènes, certains films, jusqu'à des heures tardives. Pourquoi vous faites ça? Donc, chaque société a ses limites et a ses tabous respectés. Elle les respecte. Voilà. Disons que si on met à part cette anecdote de Mawazine, Nabil Ayoub, en général, après 4 ans ici, que j'ai vécu ici, je crois, comme j'interprète un peu le sentiment de beaucoup de journalistes, le gouvernement de Ben Guira n'était pas si islamiste qu'on le pensait. Laissez-moi finir. Doit-on comprendre que le parti, le PJD, a compris que le contexte international n'accompagnait pas une profonde transformation sociale, ou c'est plutôt la réalité marocaine qui vous a fait voir les choses autrement? Écoutez, le gouvernement de Belkhiran, ce n'est pas un gouvernement islamiste du tout. Vous le dites comme ça? Oui. C'est un gouvernement qui est venu pour résoudre les problèmes des Marocains. Il est constitué d'une coalition où il y a 4 partis et des indépendants. Un des partis est un référentiel islamiste. Et il y a une différence entre islamiste et référentiel islamiste. C'est un référentiel politique islamiste pour régler les problèmes des Marocains, pas les problèmes du PJD. Vous avez compris? Moi, je veux garder un peu de barbe. Un peu. De moins en moins. Très peu. Oui, c'est suffisant pour moi. Alors, c'est peut-être à la limite de la force de ma foi. Peut-être. Je n'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis là pour régler les problèmes du Maroc. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé des problèmes concernant les équilibres macroéconomiques, l'administration, les équilibres sociaux, l'enseignement, le travail, l'emploi, je veux dire. C'est ça les problèmes comment vous voulez que je règle des problèmes macroéconomiques à la façon islamiste? Ou alors vous avez envie que je commence à courir derrière les demoiselles pour leur demander de s'habiller plus décemment? Ça, moi je suis convaincu que c'est leur liberté. Il y a des limites qui sont par la loi, qui sont fixées par la loi, mais
À part ça, c'est pas mon travail. C'est pas... L'essentiel pour moi, c'est qu'il y ait la liberté dans le pays, que chacun puisse exercer sa liberté dans le cadre de la loi. C'est ça, pour moi, d'être islamiste. Ouais, parlons un peu d'économie parce qu'on vous reproche, vous, votre gouvernement, d'avoir trop pensé aux choix macroéconomiques et avoir stabilisé l'économie marocaine tout en laissant de côté un peu les soucis de la société sociaux, de plus pauvres, qui avaient beaucoup d'espoir dans le PJD. Si ça m'avait été dit par un journaliste marocain, j'aurais accepté. Mais par vous, j'accepte mal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes mieux placé que moi pour dire, pour comprendre que un État doit d'abord régler ses problèmes macroéconomiques. Parce que sinon, il devient de plus en plus vulnérable et de plus en plus influençable. J'ai tout de suite compris que on était en train d'être égorgé doucement. On ne pouvait plus payer nos dettes concernant nos hydrocarbures, par exemple, qu'à travers des dettes de plus en plus coûteuses. Et donc, j'ai fait le choix, je crois que tout le monde aujourd'hui reconnaît qu'il était très courageux, de réduire doucement la compensation jusqu'à l'éliminer sur les hydrocarbures. Aujourd'hui, tous les indicateurs économiques pour le pays sont positifs. C'est ça la vraie politique. Une famille, elle peut se donner à cœur joie, mais quand elle voudra enseigner ses enfants, elle ne trouvera pas l'argent. Et quand elle voudra construire une maison, elle ne trouvera pas l'argent. Elle aura dépensé tout ça dans des vacances et dans des achats superflus. Alors que la bonne stratégie pour une famille, c'est d'abord les priorités. Ben ça, pour moi, c'est la priorité. De l'autre côté, nous n'avons pas oublié les gens qui avaient le plus besoin. On n'a pas encore fait beaucoup de choses, je le reconnais. Mais on a fait pas mal de choses. Les Marocains ne diront jamais que c'est le gouvernement qui a augmenté les retraites. C'est le gouvernement qui a augmenté les bourses des étudiants. C'est le gouvernement qui a fait une bourse pour les femmes qui ont perdu leur mari, qui n'ont pas de retraite, qui n'ont pas. C'est le gouvernement qui a sorti le fonds pour la perte d'emploi. C'est un gouvernement qui est très à caractère social, mais en même temps, il est convaincu d'une chose. Il faut que l'État se sente bien, économiquement. Un État qui se sent mal, un État qui est étranglé, c'est un État qui ne pourra rien faire. Et à la limite, il est en danger. Un État qui a les moyens ne fera toujours pas que des bonnes choses, mais il en fera, c'est sûr. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, vous avez fini? Oui, c'est la toute dernière. Comment définissez-vous votre relation avec le roi Mohamed VI? Écoutez, c'est le patron. Et c'est le roi. Tous les Marocains l'aiment beaucoup. Et donc, mes relations avec lui sont des relations... J'ai compris ça dès le départ. D'abord, c'est dans la Constitution. Le chef, c'est lui. Je supporte la responsabilité de toute la politique qui est exercée par le gouvernement. Mais j'ai tenu dès le départ à ce que le genre de relations que je vais avoir avec lui sont des relations d'entente. Voilà. Nous n'avons pas la cohabitation qu'ils appellent les Français. Nous ne sommes pas des Français. Il n'y a pas de cohabitation. On ne se partage pas le pouvoir. J'exerce ma part. C'est lui le chef suprême. C'est lui le chef suprême de l'État. C'est lui le chef suprême de l'armée. C'est lui le chef suprême, le commandant des croyants. Et c'est lui le président du Conseil des ministres, où il y a le gouvernement tout entier.
dans lequel je ne suis qu'un des membres. Donc, il faut bien s'entendre. Les Français ils disent on marche côte à côte ou on marche face à face. Moi, j'ai décidé de marcher avec Sa Majesté côte à côte. Sinon, je ne travaille pas avec lui et je fais pas cette fonction. Je m'en vais. Et vous vous sentez toujours soutenu et compris par lui? Vous savez, un roi a une politique d'abord basée sur l'équilibre entre toutes les composantes de la société et de l'échiquier politique. Mais moi, de mon côté, je décide ce qui me concerne. Lui, c'est à lui de décider ce qu'il veut. Mhm. Et qu'en est-il de vos rapports qui étaient un peu brouillés avec certains de ses conseillers? Non, Plus maintenant. non, je vais vous dire une chose. Avant d'être nommé conseiller, il y avait de la brouille. Une fois qu'ils ont été nommés par Sa Majesté comme conseiller, ni eux ni moi ne pouvons brouiller quoi que ce soit. Tout se passe d'abord, même à travers eux, entre moi et Sa Majesté. Pas entre moi et les conseillers. Les conseillers, je ne peux avoir avec eux aucunement de relation brouillée. C'est pas possible.